Hello there, bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo, on va parler des types de joueurs. Alors pourquoi on va parler des types de joueurs? Les types de joueurs, c'est un truc qui me plaît pas tant que ça en termes de dénomination. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Mais grosso modo, on pourrait le qualifier comme un outil pour essayer de voir un peu les comportements que nos joueurs auraient, etc. Et l'intention derrière ça, c'est d'adapter notre manière de maîtriser pour que ça plaise aux joueurs qu'on a à notre table en fonction de leur type. Donc cette vidéo, elle vient finalement un peu en continuation des vidéos qu'on avait faites précédemment sur les joueurs, où on avait abordé le fait que un truc qui est super important pour qu'une partie de jeu de rôle soit bien réussie, c'est que chacun connaisse les attentes des autres, parce que si on n'a pas du tout les mêmes attentes de la partie, ça va être un peu difficile de tout concilier et que ça fonctionne. Et aussi, on avait parlé de l'importance justement d'être capable de communiquer ses attentes. Et en fait, je trouve qu'une des difficultés qu'on peut avoir parfois, c'est qu'il y a des gens qui sont plus ou moins investis dans le jeu de rôle. Traditionnellement, on a un MJ et des joueurs, et très souvent, le MJ s'investit beaucoup plus. Il va peut-être regarder des vidéos comme vous êtes en train de le faire. Il va peut-être lire beaucoup plus de livres de jeux de rôle, lire des articles, j'en sais rien. Il va se renseigner énormément. Il va peut-être regarder plus d'actual play que ses joueurs. Alors évidemment, il ne s'agit pas ici de catégoriser les gens, de dire que les MJ sont plus malins que les joueurs, parce que non. Vous pouvez très bien jouer à des tables de jeux de rôle où finalement, tout le monde est ultra investi, soit parce que tout le monde est aussi MJ de son côté, soit tout simplement parce que vous êtes un joueur qui est passionné de jeux de rôle. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans une situation où en fait, eux, ils sont passionnés et ils jouent avec leurs potes, etc., qui le sont moins et qui, une fois la partie terminée, sont pas à fond dedans, etc. Ils attendent juste la partie suivante pour revenir et puis pour repasser un bon moment et tout, ce qui est tout à fait legit, il n'y a aucun problème. Là où parfois ça peut créer un peu de friction, par contre, c'est qu'au moment où vous allez justement demander du feedback à vos joueurs, leur demander qu'est-ce que vous avez pensé de la partie, etc. Ou même en tant que joueur, quand vous allez demander à un MJ qui... ça peut aussi être dans la situation inverse. Vous pouvez être un joueur ultra investi, avoir un MJ un peu débutant, lui faire des retours et qui comprennent pas vraiment vos retours et vous n'arrivez pas... En fait, il peut manquer un langage commun aux gens parce que les pratiques de jeu de rôle sont super multiples et tout le monde se renseigne pas au même endroit et dans les mêmes proportions. Et donc... petit retour en arrière. Les types de joueurs, c'est là que ça devient intéressant à mon avis parce que, entre guillemets, c'est un outil qui permet de se dire, il y a à peu près ce joueur, il a à peu près ces comportements-là, et du coup, je vais essayer de lui donner des trucs qu'il aime bien parce qu'il a l'air de s'éclater à ce moment-là, etc. Donc on essaye un peu de mettre nos joueurs dans des cases. C'est ça que j'aime pas trop. Mais comme je le disais, on y reviendra après. Pour l'instant, on va juste explorer un peu des conseils. Alors, il y a un truc qui est marrant dans cette vidéo. C'est qu'au départ, dans mes souvenirs très lointains, en ayant lu ceci, le Dungeon Master's Guide of D&D 5e, je croyais me souvenir qu'il présentait des types de joueurs. Mais c'est faux. J'étais justement agréablement surpris, parce que ça fait super longtemps que je ne l'avais pas lu, en retournant dessus pour préparer la vidéo, de voir qu'en fait, il ne parle pas de type de joueur, ce que je trouve plutôt cool. Mais il y a des livres comme ça où vous allez entendre parler de type de joueur. C'est aussi un concept qu'on retrouve pas mal, tout simplement, pour avoir des outils de langage chez les game designers, etc., qui vont identifier des joueurs comme des killers, des collectionneurs, des machins et tout, pour créer des gameplays qui vont intéresser ce type de joueurs, etc., etc. Je trouve que c'est intéressant, ces types de joueurs, pour justement le designer, en fait. Parce que le designer, lui, il veut créer un jeu, il veut créer un type de gameplay, etc. Et il n'est pas forcément en contact direct avec ses joueurs, et il n'est pas là pour mettre à jour le gameplay en temps réel. C'est-à-dire que quand vous jouez à un jeu vidéo, il n'y a pas les développeurs qui sont là derrière leurs ordinateurs, ils font « Oula, il a l'air de commencer à s'ennuyer. Attends, je l'appelle. » « Ouais mec, pourquoi tu t'ennuies ?»« C'est parce que justement, en fait, il y a un petit peu trop de combats dans ce jeu, je m'y attendais pas. »« Ok, t'inquiète, on retire des combats, on te met des scènes sociales, j'appelle le doubleur, il refait les dialogues là. » Non, ça n'arrive pas vraiment dans le jeu vidéo. Alors après, on peut customiser son expérience de jeu vidéo, par exemple avec des mods, avec des trucs comme ça. Pareil, dans les jeux de société, a priori, on respecte plus souvent les règles parce que souvent, il y a un aspect un peu plus compétitif, dans pas mal de jeux qui ont des règles complexes. Donc on respecte ces règles, on va pas trop les changer et tout. Peut-être que ça arrive à des gens, j'en sais rien. Mais c'est quand même une différence assez fondamentale avec le jeu de rôle. Même si le jeu de rôle n'en a pas l'exclusivité, je pense qu'une des caractéristiques quand même qui est assez forte dans le jeu de rôle, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Quelles que soient les règles qu'on utilise et tout, on peut les changer, on peut s'adapter. Parce qu'en fait, on est en contact direct. Il y a un contact direct entre celui qui arrive avec une proposition. Parce qu'en général, on joue à un jeu avec MJ ou pas, il y en a un qui arrive un peu avec une proposition qui va être un peu essayer d'être le garant de cette proposition. On est en contact direct avec lui et on peut modifier entre les parties ce qu'on veut faire. On peut changer le jeu en fait. Et donc du coup, essayer de déterminer à quel type de personne on s'adresse, je trouve que c'est moins intéressant parce que finalement, si vous allez passer du temps avec ces gens, plutôt qu'essayer de les mettre dans des cases, vous pouvez communiquer et affiner beaucoup plus que ça. Pour autant, c'est sympa d'avoir du vocabulaire et ces types de joueurs, ça peut permettre de donner un peu du vocabulaire. Bref, cette intro est bien trop longue. Ce qu'on va faire dans cette vidéo,
Est-ce qu'on va regarder ce qu'ils proposent dans le Dungeon Master Guide en termes de catégories, entre guillemets. Et puis, donc on va d'abord les lire, tout simplement. Je les commenterai peut-être un peu au fur et à mesure. Et puis ensuite, je vous donnerai un peu plus mon avis global sur la chose et sur comment se servir de ce genre d'outils. Et puis, on verra si certains d'entre vous ont envie de participer. Et d'ailleurs, si vous voulez participer, c'est quelque chose qui arrive assez souvent sur cette chaîne. Donc si c'est la première fois que vous venez, vous pouvez tout à fait vous abonner pour recevoir les nouvelles vidéos, mettre la petite cloche. Vous êtes sur Le Bon MJ, donc c'est une chaîne qui parle essentiellement de jeux de rôle. Il y a des reviews, il y a des vidéos de conseils, il y a des tables rondes, il y a plein de trucs. Donc voilà, si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche. Et puis si la vidéo vous plaît, pour l'instant c'est un peu tôt pour le dire, prenez le temps d'y réfléchir, vous aurez qu'à liker, vous verrez bien. Quoi qu'il en soit, on est parti. Dungeon Master Guide. On est à la page 6. Bien connaître ses joueurs. Le succès d'une partie de D&D repose sur votre capacité à distraire les autres joueurs de la table. Déjà là, je suis pas trop d'accord. Moi, à titre personnel, je pense que le succès d'une partie de D&D repose sur beaucoup plus de choses que ça. Et puis, finalement, quand je me mets en position de MJ, je suis pas là pour distraire la table. Je suis là pour partager l'expérience avec la table, leur faire vivre un truc. Mais je commence déjà à pinailler, je vais m'arrêter tout de suite. Leur rôle consiste à créer des personnages, qui seront les protagonistes de la campagne, à leur donner vie et à faire progresser cette campagne grâce aux actions de ces derniers, tandis que le vôtre est de préserver l'intérêt que les joueurs, et vous-même, c'est bien de le préciser, portez à la partie en les immergeant dans le monde que vous avez créé, et permettre à leurs personnages de réaliser des exploits extraordinaires. Ça pose un peu les bases, je suis à peu près d'accord avec ça. Pour moi, c'est ça la proposition de Donjons et Dragons, on va dire. Si vous savez quels sont les éléments de D&D préférés de vos joueurs, cela vous aidera à créer et diriger des aventures qu'ils apprécieront. Je suis d'accord. Et ne seront pas prêts d'oublier. Ça dépend. S'ils boivent trop, ils peuvent les oublier. Vous pourrez ainsi adapter vos aventures de manière à les satisfaire au mieux et donc à entretenir leur intérêt. Très bien, dites-moi plus. Je commence déjà à m'impatienter de voir ce que vous allez me proposer. Première offre qu'on peut faire à nos joueurs, le premier truc qui pourrait les intéresser selon le Dungeon Master's Guide, c'est le théâtre. Les joueurs qui aiment le théâtre apprécieront de se mettre dans la peau de leurs personnages et de parler par leur bouche. Grands adeptes du roleplay, ils aiment les interactions avec les PNJ, les monstres et les autres membres de leur groupe. Ok, je suis assez d'accord avec ça. Bon, en soi, on n'est pas obligé de parler à la première personne et de parler à travers son personnage, mais justement, si on aime le théâtre, c'est très certainement qu'on aime bien interpréter. Donc je pense qu'ils vont nous donner des conseils pour interpréter, pour aider nos joueurs à interpréter leur personnage, leur donner plus souvent l'occasion de le faire. Entretenez l'intérêt des joueurs qui aiment le théâtre en leur donnant l'occasion de développer la personnalité et l'historique de leur personnage. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, en fait, dans une campagne, effectivement, je pense que c'est bien de donner la possibilité au personnage d'évoluer et tout, mais en soi, faire évoluer son personnage, faire évoluer son histoire, pour moi, ça a plus un rapport avec la narration, avec l'envie d'avoir un impact sur son personnage, plus que de l'interpréter. La nuance est fine. Peut-être que je pinaille encore une fois, mais c'est pas exactement la même chose. On va continuer, et je redonnerai mon avis après. Permettez-leur également d'interagir régulièrement avec des PNJ. Ça, je suis plutôt d'accord. Plus ils vont rencontrer des PNJ, plus il y a de chances qu'ils se mettent à blablater un petit peu, etc. Quoique. Ajoutant des éléments de roleplay au combat. Là, je vois pas trop le rapport. Enfin, si. Ils peuvent interpréter, bouger et tout, comme leur personnage, décrire des trucs super stylés que font leur personnage, mais c'est pas en soi de l'interprétation. Mais bon, je pense que, ouais... En fait, déjà, le mot roleplay, c'est assez difficile à définir, mais je vois où ils veulent en venir. En gros, c'est pas faire des combats, juste on fait des bastons, genre où on bouge des figurines, on jette des dés, on utilise les règles, on le vit un peu, le truc. Et dernier conseil, en incorporant des éléments issus de l'historique de leur personnage à vos aventures. Ça, je pense que c'est plutôt pas mal, parce que sinon, leur personnage, il va pas... En fait, le joueur ne va pas se sentir à sa place dans l'histoire, dans l'univers, dans la scène, et donc il va avoir beaucoup de mal à interpréter son personnage. Mais je pense que ça s'étend aussi aux autres joueurs, et pas forcément à ceux qui aiment bien interpréter leur personnage de manière un peu fantasque, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ce que je dirais, c'est que, pour moi, alors c'est pour moi, hein, une fois de plus, ici on donne des opinions avant tout. Pour moi, plus que de développer la personnalité de mon personnage, etc., si j'aime bien un peu le théâtre, en fait j'ai envie d'interpréter plus souvent des scènes où mon personnage va pouvoir parler, donc effectivement intégrer des PNJ et tout, c'est pas mal. Mais j'ai aussi vraiment envie de pouvoir me lâcher et avoir quand même des bonnes phases de roleplay avec les autres joueurs. Donc déjà, ça dépend vachement des autres joueurs, la capacité à avoir une partie intéressante avec du théâtre. Parce que si tous les autres joueurs sont opaques à ça, c'est embêtant pour moi.
Et puis il faut aussi que le MJ il m'en donne l'occasion. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi des scènes où le MJ en fait il la ferme un petit peu. Parce que des fois on est en mode ouais on veut qu'il se passe des trucs et tout, on a peur que les joueurs s'endorment donc on leur remet tout le temps un nouveau PNJ, une nouvelle scène, une nouvelle action, on balance des événements à balles. Et il faut réussir à trouver des moments comme ça un peu, pas nécessairement de calme dans la fiction, mais des moments où en fait le MJ se met un peu en retrait, où le temps est un peu en suspens, où on est un peu en temps réel plutôt qu'en séquence, en scène qui s'enchaînent, pour pouvoir justement laisser parler le roleplay et délier les langues petit à petit. Et aussi, un autre truc, c'est que je pense que quand on aime bien interpréter des personnages, on peut aimer interpréter plusieurs personnages, plus que de faire évoluer notre personnage, qui pour moi est plutôt une posture d'auteur, enfin on s'intéresse plus à l'histoire qu'à l'interprétation même du personnage. La nuance est très fine, hein, je le conçois, mais c'est plutôt jouer plusieurs personnages. Donc, en fait, moi j'aime bien incarner plein de personnages différents, si c'est pour, voilà, pas amuser la galerie, mais faire un peu du show, faire un peu du théâtre. Et donc peut-être que je vais préférer des one-shots en fait, des one-shots où je peux interpréter plusieurs personnages, ou alors des campagnes où justement j'ai plusieurs personnages différents à interpréter, c'est aussi possible, on peut avoir plusieurs personnages, peut-être pas plusieurs personnages en même temps, pour pas trop complexifier le truc, mais justement si par exemple, pendant une scène, mon personnage est absent, bah, peut-être que je peux jouer un PNJ à la place du MJ pour pouvoir faire du théâtre, etc. Bref, voilà pour le théâtre. On a beaucoup parlé. Deuxième truc, l'exploration. Les joueurs qui aiment l'exploration veulent découvrir toutes les merveilles qu'offre un monde fantastique. Ils veulent savoir ce qui se cache derrière le coin de la rue, ou la prochaine colline, et ils aiment trouver des indices dissimulés, des trésors cachés. C'est assez intéressant. J'ai du mal à encadrer ce que veut dire du coup l'exploration là, parce que pour moi, trouver des indices dissimulés, des trésors cachés et tout, en fait, ça ne répond pas aux mêmes choses. Genre, en tant que joueur, je peux être curieux. Pour moi, l'exploration, c'est surtout la curiosité en fait. Plutôt que de dire t'es un joueur un peu type explorateur, je dirais que t'es un joueur plutôt curieux. Si tu t'intéresses à ce qui se cache derrière la colline, etc., donc c'est que tu t'intéresses au lore, tu cherches à trouver des informations, etc., à découvrir l'univers et tout, et à explorer les lieux, à découvrir tous les petits secrets qui se cachent. Par exemple, le fait de trouver les indices dissimulés et tout, pour moi, ça relève plus d'une sorte de forme d'enquête. Je sais pas si je les aurais mis dans le même panier. Donc, qu'est-ce qu'il propose pour aider le joueur qui est intéressé par l'exploration? Il propose de disséminer des indices présageant des événements à venir. Donc, ça, c'est un peu un côté enquête. C'est-à-dire que, genre, on compte, entre guillemets, sur l'intellect des joueurs ou de leurs personnages, etc., pour, voilà, essayer de, en trouvant des trucs dans l'univers, pouvoir faire des déductions, connecter des trucs ensemble. Mais c'est aussi un peu un challenge, c'est pas vraiment seulement la volonté de découvrir des informations, je trouve. Ensuite, il y a en leur laissant découvrir quelque chose quand ils prennent le temps d'explorer un lieu. Donc ça, c'est l'idée que dans les lieux, assez régulièrement, on mette un petit secret, un petit truc à trouver, qu'il y a un effort un peu à faire de la part du joueur pour découvrir des choses et qu'il y a une sorte de récompense un peu quand il cherche. Pourquoi pas. Moi, c'est un truc qui m'intéresse pas forcément des masses dans la plupart des parties que je fais. Ça m'arrive de faire des parties qui se focalisent un peu plus là-dessus, sur entre guillemets, le player skill, le fait de devoir chercher dans un bureau, dire « Ah, je cherche à cet endroit-là précis, ah, j'ouvre ce tiroir, etc. » et je trouve un truc. En général, je trouve que ça ralentit un peu le jeu. Et moi, je suis plus intéressé par la narration, à ce que ce soit un peu cinématographique, plus que par challenger mes joueurs dans ce genre de scène. Donc, mais je vois où ils veulent en venir. Ensuite, il y a en leur peignant une riche description d'environnement passionnant et en utilisant des cartes et des accessoires. Je trouve que c'est un peu fourre-tout. Je vois pas la connexion avec les trucs d'avant. En dotant des monstres de secrets à percer ou en leur attribuant des détails culturels. Donc, secret à percer, j'entends. Détails culturels, pour moi, c'est pas la même chose. Des secrets à percer, c'est genre, en fait, je veux pousser la curiosité de mes joueurs, mais dans la prospective, enfin, de manière active, c'est-à-dire qu'ils cherchent des informations, alors que leur montrer des détails culturels, leur montrer des environnements, etc., c'est différent, c'est plus contemplatif. Donc ils mettent pas mal de choses ensemble dans l'exploration, et je me demande du coup s'ils parlent vraiment du gameplay d'exploration, entre guillemets, des phases d'exploration, des scènes d'exploration, ou du thème de l'exploration. Pour moi, c'est un peu flou. Mais bon, voilà. Ensuite, il y a l'action. Les joueurs qui aiment l'action veulent faire bouger les choses, même s'ils doivent prendre de gros risques pour cela. Ils préfèrent se ruer tête baissée au beau milieu des dangers, et en subir les conséquences, plutôt que de s'ennuyer. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est un peu le play to lose, quoi. C'est genre, on en a marre de discuter, on en a marre que l'histoire, elle avance pas, mec, vas-y, envoie un truc, ou sinon c'est moi qui vais tout péter. En gros, c'est l'idée que là, ce seraient des joueurs qui, voilà, veulent que ça avance, qu'il se passe des choses. On peut faire ça en leur permettant d'influer sur... On peut leur faire ça en leur permettant d'influer sur leur environnement. Je ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Pour moi... Faut que je me calme un peu, je suis un peu énervé. Pour moi... Le fait d'influer sur son environnement, c'est pas lié à l'action. Enfin, peut-être que
ils entendent par là que ce que cherche un joueur qui aime l'action, c'est d'avoir vraiment de l'impact régulièrement sur ce qui se passe et tout. Pour moi, ça rejoint l'agentivité. En gros, c'est la capacité aux joueurs de voir leurs décisions avoir des conséquences, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer l'action en soi. Parce que je peux me retrouver dans une phase où on fait un plan pendant 150 ans, ce qui va peut-être pas plaire au joueur qui va aimer l'action, mais pour autant, ce plan, il va avoir un impact énorme sur l'histoire et sur l'environnement, et ça va changer beaucoup de choses dans l'univers de jeu. Donc ouais, je l'aurais pas mis là. Et pour moi, en fait, c'est un peu quelque chose d'assez général d'avoir un impact sur son environnement. Peut-être qu'il y a des joueurs qui aiment bien suivre tout simplement ce que leur propose le MJ et avoir très peu d'impact, mais je dirais que c'est pas la majorité des joueurs. Donc ouais, je sais pas, je trouve ça bizarre. Ensuite, il nous propose de ponctuer l'aventure d'éléments susceptibles de les tenter. Je trouve que c'est formulé bizarrement. Les tenter, genre en mode, c'est quoi les tenter? C'est mettre des accroches. Enfin pour moi, pareil, les accroches, c'est un truc qu'on met dans tous les cas. C'est pas parce qu'il y a un joueur qui cherche l'action, prendre des risques, etc. Enfin après, je vois le côté peut-être un peu comme gambling. Enfin, comment dire, pari, enfin, mettre des trucs qui sont tentants mais risqués. Je pense que c'est ça qui est sous-entendu. Ensuite, ils disent de laisser les actions des personnages les mettre en difficulté. Donc ça, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que y a rien de plus frustrant, mais même, enfin, en gros, c'est pas les prévenir trop à l'avance et tout, les laisser faire un peu nimp entre guillemets. Je pense pas que c'est ça qu'ils sous-entendent. Pour moi, un joueur qui aime l'action, c'est pas forcément un joueur qui aime juste foutre la merde et faire n'importe quoi et tout renverser la table en permanence. Je vois ce qu'ils veulent dire. En gros, s'il y a un joueur qui cherche l'action, qui cherche voilà, à se mettre dans des situations difficiles et voir comment il va réussir à s'en sortir, ce serait frustrant pour lui de voir que le MJ, par exemple, triche avec les dés pour le sauver. Enfin, moi, globalement, en fait, tous les trucs qui sont dits là, je dirais que c'est un acquis, peu importe que j'ai un joueur qui soit dans la catégorie j'aime l'action ou pas. Genre, moi, j'ai envie que mes joueurs aient un impact sur leur environnement, j'ai envie de ponctuer mes aventures dans tous les cas de moments où voilà on hésite, il y a peut-être un risque à prendre et tout, et j'ai pas envie de tricher. Enfin, si mes joueurs se mettent en difficulté, bah j'accepte j'accepte le fait qu'ils se mettent en difficulté. En fait, pour moi, ça revient à jouer normalement en fait tous ces conseils. Et en prévoyant des rencontres avec des PNJ aussi fougueux et imprévisibles qu'eux, ben voilà, c'est ça qu'on voulait entendre. Des PNJ fougueux, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, ça peut changer à tout moment. Ok, je préfère ça. Ensuite, on a le combat. Le combat. Les joueurs qui aiment le combat dans les mondes fantastiques apprécieront de botter le train aux monstres, comme au scélérat. Ils cherchent n'importe quelle excuse pour ouvrir les hostilités et préfèrent les actions téméraires aux délibérations prudentes. Intéressant. Les délibérations prudentes, c'est ce que j'aurais mis dans l'action. C'est genre, si un joueur qui aime l'action, mettez un temps limité pour faire des plans. Pour moi, c'est ça les délibérations prudentes. C'est genre les moments de calme où il se passe pas grand-chose. Ouais, bon, c'est une histoire de formulation. Il y a aussi un petit côté littéraire, évidemment. C'est un livre qui doit être appréciable à lire. Et moi, je pinaille. Entretenez donc l'intérêt des joueurs qui aiment le combat en déclenchant des combats imprévus. Ok, pourquoi pas. Décrivant avec force détail le chaos que leurs personnages sèment avec leurs attaques et leurs sorts. Pourquoi pas. Prévoyant des combats où luttent de nombreux monstres relativement faibles. Ok. Interrompant les interactions sociales et les phases d'exploration avec des combats. Je comprends pas trop les conseils à titre perso. En fait, je comprends pas trop d'ailleurs pourquoi le combat, c'est une catégorie mise au même niveau que l'action, l'exploration ou le théâtre, pour l'instant dans ce que je lis. Parce que, en fait, d'ailleurs, il le souligne très bien, ils disent interrompant les interactions sociales et les phases d'exploration avec des combats. Donc ils partent du principe, enfin ils se basent sur les 3 piliers de Donjons et Dragons. Donc si vous voulez, on dit très souvent, je pense que, je sais pas si c'est un game designer de Donjons et Dragons ou si c'est juste un truc qui s'est un peu démocratisé cette idée. On dit souvent que Donjons et Dragons, il y a 3 piliers dans son gameplay. Ce serait l'exploration, donc les scènes où on explore, etc. On joue un peu avec l'environnement et on n'est pas dans une situation de combat. Les scènes sociales, du coup, où on va interagir avec les PNJ. Et les scènes de combat, où on va utiliser les règles de combat qui sont quand même la majorité des règles de Donjons et Dragons, on va pas se le cacher, et où on bascule quand même dans une autre phase de jeu. C'est-à-dire que quand on passe en mode combat dans Donjons et Dragons, ça change beaucoup de choses. Là où il y a des jeux où vraiment le combat il se fait dans la conversation avec beaucoup de fluidité, parce que c'est des jeux plutôt cinématographiques plutôt que tactiques, et ça se transforme pas en jeu de plateau quoi. Quand on commence à jouer, il y a moins de règles pour supporter les combats. Donjons et Dragons, il y a vraiment un basculement. Ça peut plaire ou non, là n'est pas la question. Donc moi en fait, quand je me pose la question, est-ce que j'ai des joueurs qui aiment le combat, je me dis si mes joueurs dans Donjons et Dragons, ils aiment le combat, c'est qu'ils aiment les phases tour par tour, etc. Ou alors est-ce qu'ils considèrent le combat comme un thème,
Je sais pas trop vous dire. En fait, par exemple, je trouve que c'est bizarre de mettre dans cette catégorie décrivant avec force détail le chaos que leurs personnages sèment avec leurs attaques de corps et leurs sorts et je sais pas quoi. Parce que pour moi, ça revient un peu au théâtre. Sauf que dans le théâtre, on partirait du principe que c'est le joueur qui va le faire, alors que là, ce serait au MJ de le faire. Bon. Franchement, je sais pas trop où le mettre. En fait, je trouve qu'on n'est pas sur la même grille de lecture. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas très grave. Ensuite, il y a l'optimisation. Les joueurs qui aiment optimiser les capacités de leurs personnages adorent les peaufiner en vue des performances optimales dans les combats, en gagnant des niveaux, de nouvelles aptitudes et des objets magiques. Ils apprécient chaque opportunité de démontrer la supériorité de leur personnage. Ouais, ça c'est l'esprit de compétition quoi. J'ai vraiment envie d'être super fort, d'être le meilleur joueur de D&D. Les joueurs qui aiment l'optimisation, on peut les aider, enfin entretenir leur intérêt en leur donnant régulièrement accès à de nouvelles aptitudes et de nouveaux sorts, pourquoi pas, en utilisant des objets magiques qu'ils désirent comme appât pour les pousser à partir à l'aventure. Ok. Prévoyant des rencontres au cours desquelles leurs personnages brilleront. J'ai envie de dire là, celui-là je comprends vraiment pas. Pour moi, tous les personnages, il faut essayer de... Pas forcément à toutes les séances, etc. On peut se focaliser un peu plus sur certains thèmes à chaque séance. Mais grosso modo, tous les personnages, il faut essayer de les faire briller et de réussir à créer des scènes où ils vont pouvoir briller. Surtout si les joueurs n'arrivent pas à se créer l'opportunité eux-mêmes, on peut venir leur tendre des perches, etc. C'est pas juste pour les optimisateurs. Après, je peux comprendre ce qu'ils veulent dire, dans le sens où si le mec il a mis 250 ans à créer son personnage parce que c'est un optimisateur et qu'il a cherché toutes les règles et toutes les règles, genre en mode quand je suis appuyé sur le genou droit avec une flèche dans l'oreille gauche, j'ai un bonus de force de +2, bah faut peut-être trouver une situation où il se retrouve là, comme ça il va pouvoir utiliser son sort qu'il a combiné et tout, sinon il va être frustré. C'est peut-être ça qu'ils veulent dire. Entretenez l'intérêt des joueurs qui aiment l'optimisation en accordant des récompenses quantifiables comme des points d'expérience pour les rencontres autres que les combats. En vrai, moi j'aime pas trop, on va pas se le cacher, j'aime pas trop les optimisateurs. C'est pas ça que je recherche. Alors le gros avantage des optimisateurs, là où c'est quand même cool, c'est que du coup ils s'intéressent aux règles. Et ça change pas mal par rapport à une bonne quantité de joueurs. Ils s'intéressent aux règles et tout, ils sont en mode ouais c'est cool et tout, je veux voir comment mon personnage va être fort, et donc du coup on n'a pas trop de questions à leur poser sur les règles. Donc ça peut fluidifier un petit peu le jeu, sauf quand ils commencent à optimiser les actions de leurs voisins, là c'est trop relou. Mais bon, en gros, ouais, je sais pas trop quoi dire sur cette catégorie. J'aime bien le truc en leur donnant régulièrement accès à de nouvelles aptitudes et de nouveaux sorts. Parce que effectivement, je pense qu'il y a un peu deux parts à l'optimisation. En fait, moi, ce que j'aime pas trop chez les optimisateurs, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'ils se concentrent presque plus sur l'avant-partie, sur vraiment le côté méta, donc la création de personnages, ou quand on est en train de discuter un peu des règles autour de la partie. Ce qui est pas gênant en soi, hein, de faire du méta, moi ça me dérange pas du tout. Mais j'ai pas envie que ce soit la principale focale de mon jeu. Moi, j'ai envie que ce soit la fiction, la principale focale de mon jeu. Donc oui, on peut parler des règles, oui, on peut passer un certain temps à parler de comment fonctionne tel sortilège et de comment on crée nos personnages, mais si c'est vraiment ça l'intérêt que le joueur trouve à venir jouer à ma table, je pense que j'aurais pas grand-chose à lui offrir en fait. Ensuite, on a la résolution de problèmes. Les joueurs qui aiment résoudre des problèmes désirent percer à jour les motivations des PNJ, démêler des complots d'un ennemi, résoudre des énigmes et échafauder des plans. Ça, c'est intéressant. La résolution de problème, du coup, c'est le côté... j'utilise un peu, pour moi, se mettre en position de problem solver, se mettre un peu dans une position où vous voyez votre personnage comme un outil potentiellement, où en fait, plus que de jouer pour interpréter un personnage, vous jouez pour remporter des challenges. C'est un peu ça l'idée. Ce qui est... moi, ça me déplaît pas trop de jouer avec des joueurs qui recherchent ça. Peut-être pas sur le long terme, parce que ça me fatigue de devoir toujours trouver des nouveaux challenges et tout. Je préfère le côté un peu apaisé, du côté un peu plus narratif, on essaie de créer une histoire ensemble la majorité du temps. Mais je trouve que c'est vraiment un pan important du jeu de rôle, la résolution de problèmes, et je trouve ça intéressant qu'il l'ait mis à côté du combat par exemple, parce que je pense qu'il peut y avoir des gens qui vont être intéressés par le combat dans Donjons et Dragons, parce que justement ils sont des résolveurs de problèmes, et que du coup ils aiment bien que les combats soient construits un peu comme... un défi tactique, et ils aiment bien essayer de remporter ce combat pour ça, plus que pour le thème du combat, vous voyez. Pour moi en fait le combat c'est vraiment un thème, à la limite une phase de jeu, mais qui peut relever autant du théâtre que de la résolution de problèmes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est des grilles de lecture qui se croisent. Et d'ailleurs en fait un joueur il pourrait aimer absolument tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, je pense. Il pourrait mélanger tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les joueurs qui aiment bien résoudre des problèmes? On peut prévoir des rencontres qui font la part belle à la résolution de problèmes. Franchement, ils se sont pas fait chier pour cette phrase-là. T'aimes bien résoudre des problèmes? Bah, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis des problèmes. Enfin, what? Je comprends pas. Ensuite, on a en récompensant la planification et les tactiques avec des avantages dans le jeu.
Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que du coup, mettre des avantages au vu des tactiques et tout, ça rejoint l'idée qu'on pourrait aimer le combat qui est une phase tactique et de résolution de problèmes pour moi dans Donjons et Dragons. En tout cas, tel que les règles le prévoient. Et récompenser la planification et les tactiques avec des avantages dans le jeu, je trouve qu'il n'y a pas énormément de mécaniques qui permettent de le faire dans Donjons et Dragons de base. C'est-à-dire que dans Donjons et Dragons, le seul truc que vous pouvez un peu donner, c'est des avantages qui vont faire que le joueur va lancer 2d20 et tout. Donc vous pouvez dire, ouais, ok, pas mal, comment t'as décrit ta feinte et tout, vas-y, je te donne 2d20, tu vois, je te donne l'avantage parce que c'est cool, donc je peux te récompenser comme ça. Mais je peux pas vraiment te donner des petits bonus à la volée et tout. En tout cas, dans les règles telles qu'elles sont conçues, on va dire. Donc j'ai ça comme levier en tant que MJ. Je peux aussi te dire que ton action réussit automatiquement sans que tu aies besoin de jeter les dés. Mais ça, c'est si en combat, à chaque fois que votre joueur il décrit bien comment il attaque, etc., vous lui faites réussir automatiquement son action, ça risque de quand même bien déséquilibrer le système de jeu tel qu'il est pensé. Un autre moyen aussi, c'est de donner des points d'inspiration, mais bon, voilà, les points d'inspiration, ça relève pas seulement de la tactique, ça relève de plein de trucs, et puis ils sont non cumulatifs, etc. Donc, ouais, je sais pas trop à quel point on peut faire ça, mais bon, de toute façon, moi, je modifierai les règles tout simplement. Parce qu'en fait, le truc, et après je termine sur cette phrase, parce que là, sur ce point, parce que là ça commence à devenir long, c'est que les avantages, souvent, il y en a quand même déjà pas mal qui sont octroyés par les règles de jeu. Genre si vous prenez en tenaille, par exemple, il me semble que vous avez l'avantage, si je me souviens bien. Si vous prenez par surprise, vous avez l'avantage. Il y a aussi peut-être des capacités, etc., de classe qui peuvent vous donner l'avantage dans certaines circonstances, etc. Et comme c'est non cumulatif, il y a peut-être beaucoup de situations où vous avez déjà un avantage de base dans les règles, et vous aurez beau décrire une tactique un peu différente, décrire la manière dont vous essayez de battre votre adversaire, le MJ ne pourra pas vous donner un deuxième avantage vu qu'ils sont non cumulatifs. Enfin bref. Ils disent aussi récompenser de temps à autre un plan bien huilé par une victoire facile. Ça, je suis plutôt d'accord. Mais encore une fois, ça revient à prendre plus le MJ comme un arbitre. Et donc pour moi, pour que ça ce soit vraiment efficace, il faut mettre moins de règles en fait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le MJ, il va falloir réussir à convaincre le MJ que votre plan, il est cool, et dans ce cas-là, il va vous récompenser. Je trouve que ça renforce plus le gameplay de résolution de problèmes que ce qui est proposé de base dans Donjons et Dragons. Mais c'est mon opinion, je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me dire dans les commentaires. Et ensuite, résolution de problèmes en créant des PNJ aux motivations complexes. Ça, je trouve que ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Enfin, en fait, tout ce qui est au-dessus, c'est pas mal, c'est juste que je me demande la faisabilité. Créer des PNJ aux motivations complexes, je trouve que c'est pas mal. Ou créer, voilà, beaucoup de PNJ aux motivations qui se confrontent. Ce genre de truc, pour créer voilà, des situations un peu tendax où il y a plein de factions qui veulent se taper dessus. Là, ça fait de la bonne résolution de problèmes. Dernière partie qui est proposée sur cette page 6, qui est assez dense finalement, c'est la narration. Les joueurs qui aiment la narration sont ravis d'y contribuer. Ils apprécient quand leurs personnages sont très impliqués dans l'histoire et aiment les rencontres qui participent au développement de l'intrigue générale. Entretenez l'intérêt des joueurs qui aiment la narration en utilisant l'historique de leurs personnages pour façonner l'histoire de la campagne. Je pense que c'est à peu près... Oui. Veillant à ce que les rencontres fassent évoluer l'histoire. Ouais, je comprends pas. Enfin... Je comprends pas. Je termine, je vais tout lire et puis ensuite on va revenir là-dessus. En faisant en sorte que les actions des personnages influent sur les événements à venir, en donnant aux PNJ des idéaux, des liens et des défauts que les aventuriers pourront exploiter. Je trouve que cette partie c'est la moins bien écrite. Utiliser l'historique de leurs personnages pour façonner l'histoire de la campagne, je trouve que c'est assez legit. C'est-à-dire que genre, en gros, vous récompensez un peu le travail entre guillemets d'auteur qu'ils ont fait lors de la création de leurs personnages. Donc vraiment, ils se sont mis un peu dans une position de narrateur en racontant un peu l'histoire passée de leurs personnages, etc. En mode un peu créatif, ils participent vraiment à la création d'un bout de l'univers et tout. Vous les récompensez en prenant ça en compte et en le mettant dans votre campagne. Donc c'est bien. Ensuite, veillez à ce que les rencontres fassent évoluer l'histoire. J'ai envie de vous dire... alors il peut y avoir des phases un peu railroad où on va faire des scènes voilà, qui s'enchaînent un petit peu, mais globalement, sur l'ensemble de la campagne, il faut quand même qu'il y ait pas mal de points de pivot de base où les joueurs peuvent faire évoluer l'histoire dans un sens ou dans l'autre. Je trouve, a priori, sinon, peut-être que je ferais du théâtre ou juste des jeux de dungeon crawling. Enfin, je sais pas. En fait, ça me dérange pas qu'il y ait des moments où il y a des rails et tout. Il y a même des parties genre où voilà, même le contexte fait que on est un peu sur des rails, on n'a pas 40 000 solutions. Ça me dérange pas. En fait, je vois pas en quoi ça peut être un conseil qui est considéré comme étant applicable seulement si nos joueurs sont intéressés par la narration, de veiller à ce que les rencontres fassent évoluer l'histoire. En fait, toutes les rencontres doivent faire évoluer l'histoire. En fait, l'histoire évolue par définition en permanence pendant la partie. Vous voyez ce que je veux dire ? Je comprends pas cette phrase en fait. Faire en sorte que les actions des personnages influent sur les événements à venir, ça revient un peu à la même chose, mais c'est déjà plus précis.
En fait, pour moi, l'histoire, elle fait que évoluer. Même si les PJ ont très peu de choix, il y a très peu d'embranchements, qu'on est vraiment sur un truc où voilà, le scénario est un peu cousu de fil blanc, on peut pas faire grand chose. L'histoire évolue par définition puisqu'elle avance. Donc je vois pas en quoi c'est un conseil. Le fait que faire en sorte que les actions des personnages influent sur les événements à venir, c'est déjà quelque chose de plus, c'est quelque chose de supplémentaire. Mais je dirais que pareil, ça devrait être un peu acquis, qu'il faut que globalement dans un scénario, même si à un moment donné vous pouvez faire un gros scénario où il y a juste une grosse bataille, il se passe pas, il n'y a pas 50 000 solutions, où vous êtes dans un donjon et il faut explorer ce donjon, vous n'avez pas 50 000 choix. Il faut que voilà, vos actions influent sur les événements. Enfin, je comprends pas en fait. En quoi faire ça, ça récompense des joueurs qui aiment la narration? Pour moi, ça, c'est tout simplement le jeu de rôle par définition en fait. Après, ça dépend du dosage. J'aurais plutôt dit, faites en sorte que chacune des actions des personnages influe sur les événements et soyez, je sais pas, dans l'improvisation beaucoup plus, tu vois, un truc comme ça. Pour insister sur la quantité, plutôt que sur le fait d'autoriser les joueurs à changer des choses. Ah, je traîne trop. Puis en fait, pour moi, la narration en soi, c'est aussi le fait de pouvoir la partager. Parce qu'en fait, la narration, c'est de pouvoir raconter l'histoire. Mais pour moi, c'est ça la narration. En fait, les conseils, style pouvoir décrire les coups de son personnage pendant les combats, expliquer comment il met le final blow, expliquer les émotions du personnage, faire des flashbacks où il raconte des trucs sur son passé et tout. Pour moi, c'est ça la narration en fait. Un joueur qui va aimer la narration, c'est ça qu'il veut. Le fait de découvrir l'histoire du MJ, je dirais que c'est plutôt un joueur qui aime la contemplation ou la découverte. Ça rejoindrait presque l'exploration. C'est plutôt découvrir l'histoire qui est créée par le MJ. Mais bon, c'est juste un peu des questions de sémantique, voilà, où je suis pas toujours d'accord. Et puis voilà, c'est difficile d'être exhaustif. Ah, j'oublie le dernier truc. Pour la narration, donner au PNJ des idéaux, des liens et des défauts que les aventuriers pourront exploiter. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait de proposer de la narration. Pour moi, ça recolle avec la résolution de problèmes. Créer des personnages de motivation complexe. Parce que pouvoir exploiter les failles et la personnalité des PNJ, pour moi, c'est de la résolution de problème. Ça n'a rien à voir avec la narration. Donc voilà, on a fait un peu le tour du truc. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées potentiellement et tout. Je vais quand même conclure un peu. Je dirais que voilà, avoir un peu des repères comme ça, codifier un peu des idées, genre dire bah voilà, toi t'es plutôt narratif, t'es plutôt machin et tout. Le but c'est vraiment d'améliorer la communication. C'est pas de jouer au petit génie et faire vous connaissez même pas ce mot, etc. Je trouve que c'est vraiment intéressant, et même en soi le concept même de type de joueur, si ça peut aider à communiquer et à se repérer, c'est déjà un bon début. Par contre, le conseil que je vous donne à titre personnel, en tout cas moi je trouve que c'est plutôt une bonne pratique, c'est plutôt de demander du feedback que d'essayer d'observer les comportements et d'en tirer des conclusions pour finalement mettre vos joueurs dans des cases un peu. Pourriez vous mettre des œillères et peut-être que vous pourriez vous tromper tout simplement. En fait, c'est plus simple quand même si la personne elle vous explique ce qu'elle aime pas, etc. Et voilà, je trouve que c'est un sujet quand même qui est intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. En l'occurrence des trucs qui sont dits dans le Dungeon Master Guide ou dans d'autres jeux de rôle. Peut-être que vous connaissez des jeux de rôle où vous trouvez que les conseils un peu de catégorie, etc. comme ça sont super cool. Moi, je sais que il y a des joueurs qui sont là pour la contemplation. En tout cas, c'est mon impression, c'est-à-dire qu'ils peuvent être vraiment en retrait, pas beaucoup agir, pas spécialement vouloir faire du théâtre, ni des combats, des trucs. Ils sont plus là pour découvrir ce que les autres ont à leur proposer, les autres joueurs ainsi que le MJ. Et du coup, eux, qu'ils soient sur des rails ou pas, etc., ça peu leur importe, c'est plutôt de voir l'histoire en fait qui va être proposée. C'est peut-être ça qu'ils essaient d'entendre par narration dans le Dungeon Master Guide, mais je trouvais que c'est vraiment différent. Pareil, on a aussi des joueurs qui sont là juste pour la convivialité aussi. Hein. Il faut pas l'oublier, ça. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde, surtout parmi justement les gens dont on parlait au début, qui sont plutôt des joueurs qui viennent, ils se font un kiff et tout en venant à votre table et tout, mais qui pensent pas au jeu de rôle toute la semaine, qui s'intéressent pas à fond au sujet, qui sont peut-être pas passionnés par le jeu de rôle, mais qui passent un très bon moment quand vous leur proposez une partie de jeu de rôle. Peut-être que c'est aussi parce que ils aiment cette convivialité. Ils aiment cette convivialité, que le reste du temps, ils ont d'autres trucs qu'ils préfèrent faire. Ils s'en foutent de savoir exactement ce qu'on va faire et est-ce que c'est aux petits oignons en fonction de leur truc précis et tout. Eux, ils sont juste là pour kiffer et du coup, leurs attentes, c'est peut-être même que vous les emmerdiez pas avec ces concepts, potentiellement. C'est peut-être qu'on ne soit pas trop sérieux parce que vous essayez de mettre en place un truc théâtral et en fait, ça colle pas du tout à leurs envies. Eux, ils ont juste envie de déconner et tout. Et c'est un truc que peuvent rechercher les gens. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, encore une fois. Je pense qu'on pourrait refaire, s'il y a des volontaires, s'il y a des gens qui ont des choses à dire là-dessus, une petite vidéo où vous intervenez, vous dites ce que vous en pensez et tout. À réfléchir, on y réfléchira sur le Discord. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi sur le Discord et on réfléchira à un truc. Je sais pas si ça se fera, si le sujet mérite qu'on tourne le couteau dans la plaie. Surtout si c'est pour faire des redites. Et si vous avez un truc original, une idée, des observations, commentaires, Discord, on verra ce qu'on fait.
Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, la petite cloche et tout pour revoir les prochaines vidéos. Et puis je vous souhaite d'excellentes parties. Et je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Bisous et ciao!